Et tout de suite, j'accueille avec émotion Véronique Monguillot. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis heureux de vous voir, mais ému, je le disais, parce que votre histoire et l'histoire de votre famille a bouleversé la France. C'était le 5 juillet 2020 à Bayonne. Votre mari, Philippe, chauffeur de bus, était sauvagement frappé à mort par deux hommes qui seront jugés dans quelques jours. Le procès commence vendredi. Ce sera du 15 au 21 septembre prochain, donc à Pau. Il leur avait refusé l'accès à son bus parce qu'ils étaient non masqués, parce qu'ils n'avaient pas voulu payer de tickets. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, Véronique. Est-ce que je peux vous demander comment vous allez, comment vous vous sentez à quelques jours de ce procès? Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je me sens vidée, quoi, en fait. Je me sens vidée. Je dois, en sa mémoire et pour nos filles, on doit affronter tout ça. Voilà, comme je dis, on est bousculé dans un monde qu'on n'a pas forcément envie de connaître, mais je suis vidée, vraiment, je suis vidée, mais je tiendrai. Voilà, je tiendrai. Vous avez décidé d'assister à toutes les journées du procès avec vos filles? Oui, on est sur Pau, voilà, pendant toute la durée du procès. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de voir certaines choses? Ça, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais voilà, on se doit d'être là-bas. Donc les quatre, ouais, on sera dès vendredi, on sera présente. Ouais. Voilà. Alors il y a une particularité dans ce procès. Ce n'est pas une cour d'assises qui va juger les meurtriers présumés de votre mari. C'est une cour criminelle composée de 5 magistrats. Pourquoi? Parce que finalement, ils sont accusés, ces deux suspects, de violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc c'est un peu technique, mais vous l'aurez compris, le fait qu'il n'y ait pas eu intention selon le parquet, selon la justice, fait qu'il n'y aura pas de cour d'assises. Vous auriez préféré, vous, une cour d'assises? Mais ils sont en cour d'assises. On est aux assises de Pau. On n'est pas en cour criminelle. Hein. Ils sont aux assises de Pau. Il y aura un jury populaire dès vendredi matin. Donc voilà. C'est après jugé voilà pour violence en réunion ou je sais plus trop. Ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Non, je suis pas d'accord. C'est ça c'est ce point précis. Pardonnez-moi, effectivement, j'ai fait une petite erreur, mais sur ce point précis de l'intention, pour vous, il n'y avait pas de doute. Complètement. Vous savez, à partir du moment où on dit on va te démonter à l'extérieur, on va te finir. Quand on dit à quelqu'un on va te finir, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, il ne faut pas avoir fait d'études pour comprendre ça. Donc pour moi, pour mes filles, pour moi, la qualification d'aujourd'hui ne correspond pas avec les dires de l'individu. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que vraiment que la justice entende tout ça. Entende, on va te finir et sans intention de donner la mort. Enfin, non. Voilà. Alors Véronique, j'imagine que depuis ce 5 juillet 2020, votre vie a basculé. Est-ce que vous voulez nous parler d'ailleurs du travail de deuil que vous faites? Est-ce que vous le faites, ce travail, ou est-ce que c'est trop dur? Pour l'instant, je le fais pas. Vous savez, c'est 3 ans de souffrance pour mes filles, pour moi-même. C'est 3 ans d'absence, 3 ans de manque, 3 ans de tout, quoi, de tout ce qui peut être négatif. Et bon, on s'accroche. Donc mon deuil, pour l'instant, je peux pas le faire. Mon deuil, je pourrais le commencer grâce à la justice. Mais je dis bien juste le commencer. Et mon deuil, je le finirai quand j'aurai rejoint mon époux. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Il y a une pièce chez vous, vous aimez vous recueillir, penser à lui? Ouais. Je pense à lui tous les jours, jour et nuit, de toute manière, parce que c'est 28 ans de ma vie, c'est plus que la moitié de ma vie. Et on a tout construit tous les deux, on a tout fait, on s'est mariés, on a fait des enfants, on a acheté une maison, enfin la vie normale, quoi. Et j'ai fait un mémorial, dans ma maison, pour mes filles et pour moi-même. On y va tous les jours, lui dire bonjour, lui dire bonne nuit. Mais quand je sens que ça monte trop, j'y vais un peu plus, on va dire, et je reste plus longtemps avec lui devant des photos.
Et je lui souhaite, voilà, je lui souhaite quand c'est son anniversaire, quand c'est sa fête, quand c'est Noël, quand c'est le 1er de l'an, je lui souhaite bonne fête à chaque fois. Et là, la dernière fête que je lui ai souhaitée, c'était le 26 août. On aurait dû faire nos 28 ans, fêter nos 28 ans de mariage. Donc je suis montée le 26 août dans cette pièce pour rester un moment avec lui et pour lui souhaiter bon anniversaire de mariage. Voilà, c'est tout. Véronique, vous le disiez, vous attendez avec impatience ce procès, impatience et appréhension bien sûr. Mais est-ce que depuis le 5 juillet 2020, vous avez eu beaucoup de réponses malgré tout? Est-ce que vous avez réussi à... Est-ce que vous avez eu besoin de reconstituer cette journée, de comprendre ce qui s'était passé? Non, besoin, disons que j'imagine. On va dire qu'avec mes filles, on imagine ce qu'il a pu se passer. Après, on a lu une partie de dossier d'instruction. Voilà, on est au courant de pas mal de choses, mais on imagine tellement. Et puis, vous savez, à partir du moment où vous voyez des photos dans le dossier d'instruction avec l'homme de votre vie qui est par terre au sol, qui est allongé, voilà, je pense à ça tout le temps. C'est traumatisant, ce qu'on a vu, c'est traumatisant, mais voilà, donc j'essaie d'avancer malgré ces images noires. C'est tout. Ce jour-là, c'est une journée comme les autres, hein, au fond. D'ailleurs, vous aviez prévu de vous retrouver, évidemment, après le travail de votre mari. Et donc, en début d'après-midi, il y a ces deux jeunes gens qui se présentent devant le tram de Philippe. Donc, ils n'ont pas de titre de transport, je le disais. Ils n'ont pas de masque. À l'époque, c'est obligatoire dans les transports en commun. Il y a un échange qui commence. Et en fait, ils décident, ces deux jeunes gens, de revenir en fin de journée pour se venger. D'ailleurs, il vous avait dit, votre mari, vous aviez échangé par SMS avec lui. Oui, ouais. Voilà, ça démarre à 14h30, comme vous dites, par deux individus qui voulaient monter dans le tram sans titre de transport. Et voilà, Philippe a été insulté parce qu'il n'a pas lâché prise. Vous montez dans le tram, d'accord, mais vous prenez un ticket et surtout vous mettez le masque, puisque voilà, il était obligatoire à cette époque-là à cause de la pandémie. Mais il voulait rien savoir, donc ils l'ont insulté. Et mon mari, très professionnel, très très zen, un monsieur, ouais. Un monsieur et très respectueux avec des valeurs, quoi. Comme si, des valeurs qui se sont perdues aujourd'hui. Il est quand même sorti de sa cabine pour aider ses futurs meurtriers. Il les a aidés à prendre un ticket à la borne pour qu'ils puissent prendre le tram. Et ils sont revenus à 19h. Et moi, à 18h56, j'avais passé l'après-midi avec mes filles et je lui envoyais des textos. On s'envoyait des textos auxquels il répondait de suite. Et il était à Interminus, à l'arrêt. Il attendait de repartir son dernier voyage. Et voilà, on devait pas. Je l'attendais en fait. Et il est jamais rentré. Oui, parce que ces deux jeunes gens reviennent. Et là, bon, ça devient l'horreur, puisque il y a une altercation qui commence. Philippe, d'ailleurs, se défend, d'après ce que l'on sait, mais il est roué de coups. Il y a un témoin qui raconte, on lui a donné des coups de pied dans la tête, comme on aurait donné des coups de pied dans un ballon de foot. Et c'est probablement ce qui a ému à ce point, j'allais dire, le pays, la région, la ville de Bayonne. C'est cette sauvagerie qui a eu lieu. Mais complètement. Est-ce que vous l'avez intégré? Est-ce que vous arrivez à vivre avec cela? Je vis avec l'imagination de ce qui s'est passé. Voilà, je vis, non, je survis. Je vis plus. On vit plus. On vit avec voilà, l'imagination de... On imagine tellement Philippe se faire rouer de coups par terre. Au niveau de la tête était ciblée. Pourquoi la tête était ciblée? Mais pour faire des séquelles irréversibles. Et je vous dis, moi, ce qu'on a vu à l'hôpital confirme ce que je vous dis, quoi. J'ai reconnu mon époux, bien évidemment, mais sa tête, quoi. Enfin, je comprends pas comment on peut s'acharner sur quelqu'un avec une telle violence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi il suffit juste de respecter les règles. Il suffisait de respecter les règles, c'est tout. Vous aimeriez d'ailleurs que ces deux jeunes gens, ces deux meurtriers présumés, aient un mot pour vous lors du procès? Vous savez, à partir du moment où on dit lors d'une expertise psychologique que c'est moi qui ai tué mon époux, quand j'ai su ça,
quand je l'ai entendu et quand je l'ai lu après, j'ai hurlé dans ma maison parce que on m'accuse. En fait, je suis accusée. Donc, comment je peux m'attendre au procès à avoir des excuses ou des pardons ou des... Mais, enfin, je m'attends à rien de leur part. Je m'attends à rien du tout. Enfin, voilà, quoi. C'est tout. Oui, parce que je me permets d'expliquer, en fait, c'est ce qu'a dit visiblement l'un des meurtriers présumés, puisque votre mari a ensuite été hospitalisé après cette agression dans un état critique et qu'il a fallu prendre cette décision si difficile de ne plus le maintenir artificiellement en vie. C'était 5 jours après. D'ailleurs, ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour tenir dans ces moments-là? Vous avez tenu pour vos filles, Ouais, j'ai tenu pour les filles parce que les filles, c'est ce qui me reste, c'est ce qui m'a laissé, et c'est le plus beau des cadeaux, on va dire. Et voilà, pendant ces 5 jours, de toute manière, vous savez, dès le premier soir, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020, quand on a été reçus dans la salle des familles pour nous annoncer que son pronostic vital était engagé, et quand le médecin rajoute, c'est une question d'heure, à un moment donné, il faut en parler. Donc on en a parlé beaucoup avec les filles. On a parlé beaucoup de leur papa. Papa, il n'aurait pas voulu, il n'aurait pas souhaité se voir comme ça, quoi. Enfin, plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionnait chez lui. Son cœur battait parce qu'il y avait le respirateur artificiel. Donc, à un moment donné, j'ai dit au médecin toute la semaine, faites tout ce qui est en votre pouvoir. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le sauver, même s'il faut l'envoyer dans n'importe quel hôpital, faites-le. De toute manière, on le suivra. Et tous les jours, on avait la même réponse. On savait très bien qu'il n'y avait plus rien à faire. Et en fait, ils l'ont maintenu, avec le respirateur artificiel, comme je dis, pour nous préparer à lui dire adieu. Enfin, voilà, quoi. Tout simplement. Vous avez été soutenu pendant tous ces jours si difficiles. Il y a eu beaucoup de monde lors de la fameuse marche blanche. Ce soutien, il a continué après? Oui, ouais. Il y a eu beaucoup dès le départ, il y a eu du soutien parce que, vous savez, comme j'ai toujours dit, ce qui nous est arrivé à nous peut arriver à n'importe qui, n'importe où. La violence est installée dans notre pays, malheureusement. Et les gens s'identifient à nous, une famille normale, une femme, un homme, des enfants, une famille normale, lambda, quoi. Et donc, les personnes se sont identifiées à nous, nous ont soutenus. Beaucoup sont restés, beaucoup sont partis, ou je sais pas trop. Et en fait, ceux qui sont restés, ils sont du sud-est, du sud-ouest, du nord, du centre, de l'est, de partout. Et ils m'ont tendu la main il y a 3 ans, au début. Et en fait, ils sont toujours là 3 ans après. Et ça, c'est ce qui me tient. Mes filles me tiennent, bien évidemment, en priorité. Mais ce qui me tient, ce sont ces personnes que je ne connaissais pas il y a 3 ans, qui sont rentrées dans ma vie, que j'ai gardées et que je garderai tout le temps. Voilà. À l'instant, vous venez de nous dire la violence s'est installée dans notre société. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles le drame que vous avez vécu, que votre famille a vécu, a touché autant de gens. Et c'est pour ça aussi que ce procès est si attendu. Ça dépasse presque le simple sort de ces deux meurtriers présumés. C'est autre chose. Est-ce que vous le saisissez, cela? Vous le percevez? Oui, la violence est installée dans notre pays. Il faut pas. Vous savez, jamais. Je suis bayonnaise. Jamais j'ai vu ça à Bayonne. Jamais. Une petite ville sympa, le Pays Basque. Enfin, je veux dire, jamais j'ai connu autant de violence que ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et en fait, ça croît, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est la violence avec un regard, avec une parole déplacée, avec une violence physique, la preuve. Et je comprends pas pourquoi. Parce que en fait, moi, la violence, la vulgarité, la grossièreté ne font pas partie de ma vie. On n'a jamais été comme ça, on le sera jamais. Et mon époux ne l'était pas non plus. Donc je veux dire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on allume la télé, on voit des choses, mais hallucinantes, mais ça nous pousse à éteindre la télé. Moi, je regarde plus la télé. Je regarde plus parce que je suis atterrée de voir comment est devenu notre pays. Voilà, c'est tout. Cette violence partout, mais partout, tout le temps. Donc, je comprends pas. Je comprends pas.
Je vous remercie beaucoup, Véronique, pour votre témoignage. Il y a beaucoup de dignité et beaucoup d'émotion, évidemment, en vous écoutant ce matin, et on ne peut que partager votre douleur. Je vous remercie infiniment d'avoir eu le courage de prendre la parole. Je sais que c'est difficile, mais je crois que votre témoignage compte aussi. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous suivent ce matin, d'une certaine façon, vous soutiennent en vous regardant. Le procès commence vendredi, donc je le disais, à Pau. Merci beaucoup, Véronique Monguillot. Nous suivrons bien sûr ce procès sur BFM TV. Il est 10h16.